Et c'est pas non plus une répression tout à fait sans loi, parce que je pense que Virginie en dira un mot, et Gaël sur ce qui concerne le dispositif allemand, mais je donnerai qu'un seul exemple, c'est sa fameuse loi du 20 janvier 1944 qui crée les cours martiales de la milice. Elle organise une négation absolue, raisonnée, délibérée du droit. Et donc il y a des lois qui encadrent bizarrement cette répression féroce. Donc on a une répression qui est omniprésente dans l'histoire et dans la mémoire de la période. Et pourtant, j'ai envie de dire, jusqu'à une date assez récente, on n'a pas très bien connu ces appareils répressifs. Et c'est pour ça qu'à mes yeux, cette table ronde, elle a vraiment sa raison d'être. Parce que ce qui va vous être dit, c'est quelque chose qu'on n'aurait pas dit il y a 15 ans, tout simplement parce qu'on n'avait pas mené ces recherches. Donc là, on a fait des progrès considérables. Quand je dis on, c'est pas moi, c'est les 3 intervenantes de ce jour, chacune dans son registre, qui ont... alors je les remercie beaucoup parce qu'elles ont accepté notre invitation avec un cahier des charges qui est redoutable, puisqu'on leur a dit on veut échanger avec le public, donc vous aurez une quinzaine de minutes. C'est extraordinairement frustrant de dire ça à des collègues. Alors on a fait une exception pour Nelsia Delanoë avec l'accord des 2 autres intervenantes. Pour des raisons que vous comprendrez, sa démarche n'est pas celle des 2 autres, elle est assez différente, elle s'inscrit dans un autre registre, donc elle pourra parler d'une vingtaine de minutes, elle a donc une chance folle. Mais au fond, l'idée, c'est quoi? C'est d'écouter des gens qui ont, des femmes en l'occurrence, je m'en réjouis, qui ont une expertise reconnue, et c'est une vraie chance de pouvoir les écouter. Et je ne vais pas être très long pour une raison très simple. Quand je fais cours sur cette période, je fais cours à partir de ce qu'elles ont écrit, donc c'est peut-être mieux de les entendre directement du coup. Alors Gaël Hessemann commencera et parlera, enfin, dans 43-44, je le dis de façon très large, mais tu préciseras, de l'appareil répressif allemand, ou de la manière dont il s'exerce ou il se met en œuvre à cette période-là. Virginie Sanzico, qui a fait des travaux très remarquables sur la justice de l'État français, elle prendra le volet de la répression française en 43-44, qui n'est pas sans lien, mais on y reviendra peut-être ou dans les interventions ou dans la discussion avec les Français, c'est-à-dire avec les Allemands. Français et Allemands à la fois s'observent et puis travaillent souvent ensemble. Et puis enfin, Nelsia Delanoë interviendra sur un exemple qu'elle a approfondi, qui concerne les rafles qui ont eu lieu à Villeneuve-les-Avignon. Et je donnera peut-être le titre, mais elle a publié un livre que je vous conseille très vivement, qui s'appelle « D'une petite rafle provençale » et qui part en fait en quête de l'existence, d'abord de la réalité, puis de la mémoire de ces rafles qui étaient occultées ou qui étaient là sous-jacentes, mais au fond dont on parlait quasiment pas. Bon, j'ai déjà été trop long, mais vous avez compris l'esprit, enfin c'est ce que je voulais faire, l'esprit de cette table ronde. Et je cède donc tout de suite la parole à Gaël Hessemann. Merci pour cette présentation. Alors, moi j'ai compris qu'il fallait que j'intervienne essentiellement sur le printemps et l'été 44. Oui, ce sera l'objet de ce que je vais raconter là tout de suite. Mais évidemment, je pourrais revenir sur la généalogie de cette exacerbation de la violence allemande au printemps 43-44, puis à l'été, au cours de la discussion, évidemment. Alors, je vais centrer mon intervention donc sur ce que j'ai appelé la radicalisation de la répression allemande, conduite, alors non pas par tous les Allemands en France, je vais y revenir dans une seconde, mais par l'appareil militaire d'occupation allemand, c'est-à-dire le commandant militaire allemand en France, le Militärbefehlshaber in Frankreich, sur lequel je vais dire évidemment un mot dans 2 minutes. Alors, pour poser le cadre général, en fait, avec l'invasion d'abord de la zone sud en novembre 1942, mais aussi l'entrée du système concentrationnaire nazi dans la guerre totale, le développement de la résistance en France, et puis très vite l'imminence du débarquement, eh bien, la répression allemande en France, qui, depuis l'été 41, visait essentiellement les cibles, les ennemis idéologiques du régime, c'est-à-dire les communistes et les juifs, eh bien, cette répression, elle va s'orienter vers une répression plus générale et plus massive. À partir de là, l'occupant privilégie notamment la déportation de tous les adversaires supposés de l'Allemagne vers les camps de concentration du Reich, lance par ailleurs des opérations de grande envergure, militaro-policières, contre les zones réputées, selon les Allemands, infestées de bandes terroristes, c'est-à-dire contre les maquis, sans pour autant renoncer, j'y reviendrai aussi, complètement à une répression à visage légal, judiciaire en particulier, mais qui va devenir de plus en plus brutale.
Ces violences allemandes, elles vont donc toucher des fractions de plus en plus larges de la population en France et des violences qui vont atteindre leur paroxysme donc au printemps puis à l'été 44. Alors, avant d'évoquer plus en détail les principales formes prises par cette radicalisation, la répression allemande sous l'autorité donc du MBF, donc je le dis une bonne fois pour toutes, le MBF c'est le commandant militaire allemand en France, donc dans la seconde moitié de l'année 44, je vais revenir un instant, histoire de planter un tout petit peu le décor, sur la complexité de cet appareil répressif allemand en France occupée en 1944. Ah oui, j'avais préparé un petit PowerPoint pour qu'on s'y retrouve. Donc premier point, donc, cet appareil répressif allemand en 1944. Alors, jusque, on va dire, 1943 et surtout jusqu'au début 1944, la puissance occupante s'était jusque-là donc largement remise aux forces de Vichy pour maintenir l'ordre et la sécurité bien sûr des troupes occupantes en France, mais à partir de 1944 et plus encore à partir du printemps 1944, l'occupant allemand, et en particulier les militaires, puisque c'est à eux que je vais m'intéresser en particulier, eh bien, ne considèrent plus ces forces de Vichy comme suffisamment loyales pour les utiliser comme jusque-là dans la lutte contre la résistance. Du coup, si la milice va rester jusqu'au bout, on y reviendra probablement tout à l'heure, fidèle à Vichy, fidèle à travers Vichy donc à l'occupant allemand, eh bien son combat contre la résistance va se dérouler de plus en plus suivant, on va dire, une voie parallèle, ce qui n'empêche pas les Allemands de recourir ponctuellement à ces services, comme sur le plateau des Glières ou encore dans le Vercors. En 1944, donc, la sécurisation, puisque c'est le terme employé par les Allemands, du territoire en France relève côté allemand de 4 instances principales de commandement. Donc le MBF, le commandant militaire allemand en France, qui est là depuis le début, le HSSPF, je vais revenir sur tous ces cycles dans une seconde, l'OBW et l'OKW. Et ces 4 instances principales que je vais rapidement présenter, eh bien, les rapports entre elles, les rapports de subordination, les champs de compétences entre ces différentes instances deviennent de plus en plus complexes, de plus en plus opaques en 1944, à mesure que, en réalité, la lutte contre les activités de résistance va acquérir aux yeux des Allemands non plus une dimension seulement policière, mais de plus en plus une dimension surtout militaire. Alors, le MBF. Le MBF, il est donc à la tête de l'appareil d'occupation en France occupée, exception faite des départements du Nord-Pas-de-Calais, qui dépendent d'un autre commandement allemand, de l'Alsace et de la Moselle qui ont été annexés de fait. Et donc, ce commandant militaire allemand en France, il constituait au départ, au début de l'occupation, le cœur du système répressif allemand. Mais il a vu ses pouvoirs de police transférés à une autre instance, un chef supérieur de la SS et de la police en France, le fameux HSSPF, en juin 1942. Alors, ce HSSPF, donc ce chef supérieur de la police et de la SS en France, lui-même est placé à la tête des services policiers allemands, policiers civils allemands, qu'on désigne par la notion de ZIPO-SD, c'est la police de sûreté et de sécurité de la SS, et les services de renseignement de la SS, qu'on a un peu vite tendance encore aujourd'hui à confondre en France avec la Gestapo, alors que cette Gestapo n'en était en fait qu'une des composantes. Donc voilà, en juin 1942, donc transfert des pouvoirs de police. Sauf que la radicalisation des violences allemandes en 1944, en réalité, elle s'accompagne d'un retour des autorités militaires allemandes en France sur le devant de la scène, du maintien de l'ordre et de la sécurité, à l'arrière de la zone d'opération des armées, qui, elle, est implantée le long du littoral. Et du coup, effectivement, en dépit donc, du transfert de ces pouvoirs de police au HSSPF en juin 1942, eh bien, le MBF, qui n'a pas d'attribution en matière d'opération militaire, eh bien, il avait conservé toute autorité sur les questions touchant à la sécurité militaire de la puissance occupante. Et du coup, dans ce domaine, il était autorisé à réquisitionner le HSSPF, et donc la ZIPO-SD, et à lui donner des instructions, à leur donner des instructions. Or, l'invasion de la zone sud, je le disais tout à l'heure, la menace d'un débarquement imminent, le développement des maquis, le renforcement de la résistance armée en général, eh bien, vont tendre à effacer en France la limite, la frontière, entre les domaines de compétences respectifs des militaires, des troupes d'occupation, le MBF d'une part, qui était donc chargé de la sauvegarde de la sécurité militaire, et d'autre part de la ZIPO-SD chargée de la sécurité policière du territoire.
Et du coup, eh bien, par exemple, le 4 mai 1944, un décret du MBF va conférer à la troupe, désormais, l'autorité sur toutes les mesures militaires, mais également policières, à prendre pendant le déroulement d'opérations communes avec la ZIPO-SD, ce qui va avoir une importance extrême au moment des premières grosses opérations contre les maquis. Et en revanche, une fois l'opération terminée, eh bien, s'il y avait des arrestations, dans ce cas-là, les personnes arrêtées étaient remises à la ZIPO-SD qui ensuite en faisait ce qu'elle voulait. Cette importance, donc, je l'ai dit, de plus en plus grande accordée aux tâches sécuritaires qui incombent désormais donc, à l'appareil militaire d'occupation à partir de 1944, va se traduire néanmoins par une subordination croissante donc, du MBF, le commandant militaire allemand en France, qui est à la tête de l'appareil d'occupation militaire, une subordination croissante au commandement opérationnel militaire allemand, c'est-à-dire en particulier à l'OBW et à l'OKW. Alors l'OBW, qu'est-ce que c'est? L'OBW, ça désigne le Haut Commandement de l'Ouest, l'Oberbefehlshaber West, qui est Gerd von Rundstedt à l'époque, et qui commande toutes les troupes d'opération de l'armée de terre stationnées à la fois aux Pays-Bas, en Belgique et en France. Cette OBW n'a pas, en revanche, de pouvoir de commandement sur les troupes de la Waffen-SS, sur lesquelles je vais revenir tout à l'heure, ni sur la marine, ni sur l'armée de terre, qui, ces armes-là, étant sous le commandement direct de l'OKW, donc c'est la dernière instance dont je parlais tout à l'heure, qui est le commandement en chef de la Wehrmacht. Au total, on a environ, ce sont les estimations on va dire les plus récentes, je mets aussi pour se faire très largement aux travaux de Peter Lieb, un jeune historien allemand sur la question, environ 1,5 million de militaires allemands étaient stationnés en France en juin 1944, essentiellement sur les côtes pour parer à tout débarquement. À côté de ça, on a donc le MBF, qui est la tête de l'appareil militaire d'occupation, qui, lui, dispose d'environ 30 000 hommes. Et puis enfin, le HSSPF, qui ne dispose, entre guillemets, que d'environ 2500 policiers sur le territoire français. Dans ces conditions, donc, si, à partir de 1944, le MBF peut recourir, suivant ses besoins, aux unités des divisions de combat de l'armée opérationnelle, l'armée de terre, comme aux divisions de la Waffen-SS, eh bien, il est néanmoins de plus en plus directement subordonné, donc, au Haut Commandement de l'Ouest, à l'OBW, pour toutes les questions qui concernent la sécurité du territoire occupé. Ce maintien de l'ordre et de la sécurité, donc, qui incombe au MBF, est donc redevenu une tâche prioritaire pour lui. Alors que ça avait un petit peu marqué le pas depuis juin 1942 avec le transfert des pouvoirs de police au HSSPF. Alors, il revient donc le MBF sur le devant de la scène dans ce cadre-là, qu'il s'agisse à la fois du contrôle de l'appareil répressif et administratif français, qu'il s'agisse de son implication dans les opérations militaro-policières conduites contre les maquis, qu'il s'agisse enfin de la répression judiciaire allemande en France, puisque, on vous le disait tout à l'heure, eh bien, la répression allemande conserve un visage légal, et c'est même un des éléments essentiels de son dispositif répressif. Donc j'en arrive au deuxième point. Première forme que prend cette radicalisation et l'implication du MBF dans la radicalisation de la répression allemande, eh bien ça passe par un contrôle renforcé donc, de l'appareil administratif et en particulier répressif français. Alors certes, les projets d'administration directe des Allemands, un projet d'administration directe qui avait un temps été envisagé parce que les Allemands craignaient qu'en cas notamment de débarquement, eh bien, l'administration française ne leur soit plus du tout acquise. Donc ces projets d'administration directe ne voient finalement pas le jour en France, ils avaient été préparés mais ils ne voient pas le jour en 1944. Il n'empêche que les immixtions des Allemands, et en particulier de l'administration militaire allemande en France dépendant du MBF, dans les pratiques de l'appareil répressif français, eh bien, elles s'accentuent nettement en 1944. Elle s'accentue en particulier du côté du dispositif judiciaire français. C'est là-dessus que je vais insister. Et en dépit donc des accords Aubert-Bousquet, eh bien, les tribunaux du MBF continuent
alors là oui, je ne rentre pas dans les détails, hein, mais le MBF dispose de tribunaux militaires allemands en France qui sont chargés donc de juger non seulement les militaires allemands en cas d'infraction au règlement militaire, mais qui sont également chargés de juger, de condamner donc des résidents français lorsqu'ils s'en prennent, je vais très vite, hein, à la sécurité militaire allemande. Eh bien, ces tribunaux du MBF, ils continuent à dessaisir massivement la justice française de procédures qui concernent des crimes et des délits qu'ils supposent politiques, dirigés contre eux, sous prétexte que les autorités judiciaires françaises font preuve de trop d'indulgence ou de trop de lenteur. Et y compris lorsqu'ils laissent à la justice française le soin de traiter ces affaires, des affaires qui ne les touchent pas directement, et bien dans ce cas-là, les tribunaux du MBF exercent néanmoins un contrôle très étroit sur les procédures engagées côté français. Et c'est en particulier le cas dans les affaires dites de terrorisme, hein, c'est le terme employé par les Allemands. Dans ce cas, très souvent, les autorités militaires n'hésitent pas à convoquer individuellement ou de façon groupée au cours de réunions les procureurs, les chefs de parquet, pour dénoncer l'indulgence des tribunaux français, quand c'est le cas, à leurs yeux, pour leur donner des directives sur la politique judiciaire qu'ils entendent voir mener. Par exemple, en constatant la faible activité des sections spéciales de Dijon, de Besançon et de Nancy, eh bien, par exemple, la section administrative du district C, donc dans le nord-est de la France, dépendant du MBF, convoque, par exemple, à 2 reprises le procureur général de Dijon, le 6 janvier, le 20 mars 1944, ce qui aurait eu pour effet, selon les Allemands, de renforcer à la fois l'activité et la sévérité donc, des sections spéciales de ces tribunaux. Alors, le procureur général de Dijon, à cette occasion, a souligné en moins la courtoisie de son interlocuteur. Autant dire que la courtoisie, alors certes, elle est à l'ordre du jour, de temps en temps, elle ne l'est pas toujours, et les Allemands n'hésitent pas à employer un ton plus pressant, combinatoire, à recourir à des menaces, voire même parfois la violence. Et si je me fie aux travaux d'Alain Manco sur la question, sur les quelques 67 magistrats français arrêtés pendant l'occupation, eh bien 45 l'ont été en 1944, dont 33 après le mois de juin. Et lorsque les sentences prononcées par les juridictions d'exception françaises leur paraissent malgré tout trop clémentes, en dépit de toutes ces pressions importantes sur les magistrats, eh bien les tribunaux militaires allemands n'hésitent pas à rouvrir des poursuites et à rejuger des choses qui ont été déjà jugées par les tribunaux français. Donc voilà pour cette première forme de radicalisation, on va dire, de la répression qui passe donc par un contrôle encore plus étroit et des émissions encore plus importantes dans l'appareil répressif français. Alors, cette implication croissante du MBF dans la radicalisation de la répression allemande en 1944, elle s'illustre ensuite et surtout, je voudrais dire, dans la lutte contre les maquis. Donc ce sera le troisième point que je voulais évoquer avec vous. Alors, le 10 juin 1944, un événement connu, j'imagine, de tous, 642 hommes, femmes et enfants sont massacrés par des hommes de la 2e division blindée Das Reich, SS Das Reich, à Oradour-sur-Glane. Alors ce massacre a été très vite érigé en symbole de la violence nazie en France, mais il a en fait paradoxalement contribué, longtemps en tout cas, à consolider la légende d'une armée allemande, d'une Wehrmacht propre sur le front de l'Ouest. Pourquoi ? Parce que ce crime, ce massacre abominable, est imputable effectivement au Waffen-SS et non pas aux troupes conventionnelles allemandes. Il a été commis par des hommes qui possédaient une récente et une solide, on va dire, expérience sur le front de l'Est, c'est-à-dire par des hommes habitués à s'en prendre aux populations civiles et qui agissaient en plus dans un contexte très tendu de reprise donc des combats militaires sur le sol français. Oradour a donc pu être présenté, je cite un historien allemand, comme un événement isolé, un débordement regrettable dans une situation critique, peut-être l'action arbitraire de quelques chefs SS. Or, ce massacre d'Oradour-sur-Glane, eh bien, il s'inscrit de toute évidence, c'est ce qu'ont montré donc les travaux les plus récents, dans une généalogie, dans une temporalité beaucoup plus longue, qu'on doit renvoyer à une vague de mesures répressives ordonnées par le MBF durant l'hiver 43-44 et qu'on doit renvoyer surtout à ces grandes opérations policières, militaro-policières, lancées contre les maquis de la zone sud au printemps 1944. Je ne sais pas si on voit
grand-chose. Une carte des principales opérations contre les maquis en 43-44. Donc, à partir du mois de février 44, ces opérations lancées contre les maquis, elles changent d'échelle. Elles prennent, et en même temps qu'elles changent d'échelle, elles prennent de plus en plus l'allure d'expéditions punitives. Alors qu'on pense notamment à... Alors les noms que je vais donner sont les noms allemands de ces opérations. L'opération Corporale, dans l'Ain, entre le 5 et le 13 février 44, c'est... Alors, c'est le numéro 3, hein, je vous laisse parce que... Voilà, ici... D'accord. L'opération Haute-Savoie, c'est le numéro 5, sur le plateau... Ah zut. Alors, comment je fais pour venir en arrière? Je peux. Voilà. Contre le... maquis sur le plateau des Glières, dans la dernière semaine de mars 44, l'opération Bremer, c'est le numéro 6, en Dordogne et en Corrèze, entre le 25 mars et le 15 avril 44, ou encore à l'opération Printemps, numéro 7 sur la carte, dans l'Ain et le Jura, entre le 7 et le 18 avril 44. Et à ces opérations correspond ici une deuxième carte, qui correspond celle-ci aux principales exécutions sommaires qui ont lieu sur l'ensemble de la période, mais essentiellement au printemps 44. Alors pourquoi expédition punitive? En témoigne donc l'ampleur à la fois des rafles qui conduiront à des déportations. Alors c'est pas directement mon sujet, mais on pourra y revenir tout à l'heure parce que ces déportations ne sont pas le fait des militaires, mais bien la ZIPO-SD, des exécutions sommaires, individuelles ou groupées, de résistants capturés, mais aussi et surtout et de plus en plus de civils non combattants, soupçonnés de soutenir les résistants ou pris dans l'engrenage des représailles. Alors ces grandes opérations de nettoyage, parce que c'est encore le terme employé par les Allemands, elles ont été conduites sous l'autorité du MBF. Elles ont été placées sous sa responsabilité, réalisées avec l'engagement de ses propres troupes. Mais à partir du printemps 44, les troupes du MBF sont désormais épaulées par les unités des troupes d'opération qui sont sur le sol français, et puis également par des détachements de la ZIPO-SD, donc de la police de sûreté et de la SS, et ces derniers, les services de la ZIPO-SD, ont pris une part prépondérante dans les massacres, les exactions commises à cette occasion. Il n'empêche que même si la ZIPO-SD, les hommes de la ZIPO-SD ont pris une part prépondérante dans ces massacres, eh bien la stratégie répressive nouvelle, adoptée au printemps 44, elle est complètement assumée par les autorités militaires allemandes d'occupation, alors même que d'un point de vue militaire, ces opérations ont très peu d'effets et finalement il y a peu d'affrontements directs avec les maquisards, à l'exception peut-être sur le plateau, enfin à l'exception du plateau des Glières. Pourquoi ces opérations sont assumées pleinement? Parce que leur objectif, et je cite un des rapports allemands, militaires allemands produits à l'époque, au moment de l'action corporale, eh bien elles avaient pour objectif d'asseoir, je cite, l'autorité sur une région étendue et de prouver que des actions de grande envergure pouvaient être menées à bien. En outre, le terrorisme ne connaîtra pas le même afflux lorsqu'on aura enfin montré quelles punitions attendent ceux qui aident et abritent des terroristes ou se livrent eux-mêmes au terrorisme. Phase suivante, le 6 juin 44. Le 6 juin 44, donc, les troupes alliées débarquent en Normandie et à l'arrière du front, les affrontements directs donc, entre résistants et occupants vont s'intensifier. À partir de là, le nombre de résistants tués dans le cadre de ces affrontements va dépasser celui des civils non combattants abattus, ce qui n'était pas le cas lors de la période précédente. Il n'empêche que ces affrontements vont s'accompagner d'un débordement de violence à l'encontre des populations civiles qui ne va pas se limiter au massacre d'Oradour-sur-Glane. Même si, par son ampleur, ce massacre ne va pas connaître en France d'équivalent. Alors, une part importante de ces affrontements et des exactions qui sont commises contre le civil à cette occasion ont eu lieu, encore une fois, sous l'autorité du MBF. Ça a été par exemple le cas des opérations militaires lancées contre le maquis du Montmouchet, c'est le numéro 9 ici sur la carte, du Vercors, numéro 15, mais tout le monde, je pense, arrive à le placer, et quant au massacre de Tulle et d'Oradour-sur-Glane, eh bien, ils ont eu lieu dans le cadre d'opérations de nettoyage qui ont été réalisées, c'est évidemment entre guillemets, qui ont été réalisées sous l'autorité du MBF à la demande du Haut Commandement de l'Ouest. Il n'empêche, les forces allemandes qui sont à l'origine de la plupart des exactions, eh bien, désormais, elles ne sont plus majoritairement composées de troupes
d'occupation du MBF. De plus en plus, ce sont bien les unités combattantes, accompagnées comme auparavant d'hommes de la ZIPO-SD, qui sont à l'œuvre, et notamment lors des massacres de Tulle et d'Oradour, eh bien c'est en réalité le 58e corps d'armée blindée qui assure la réalité du commandement, et qui a sous son autorité donc ces unités de la Waffen-SS. C'est également la Waffen-SS qui est à l'origine du massacre, par exemple, je ne vais pas tous les citer évidemment, vous en avez tous, on le disait tout à l'heure, en tête, de Maillet en Indre-et-Loire, le 25 août 44, qui fait 124 victimes. En réalité, les travaux, là encore, les plus récents, même si les archives sont voilà, très largement lacunaires, on a à ce jour recensé un seul massacre, entre guillemets, notamment sur le Mont Mouchet, qui a été directement imputable à des unités directement subordonnées au MBF. Il n'empêche, des unités et des entités conventionnelles de la Wehrmacht, des troupes d'opération, ont, elles, en revanche, bel et bien participé à un certain nombre de massacres. Ça a été le cas notamment à Valréas, dans le Vaucluse, en Ardèche, en juillet 1944, ou encore le 29 août 1944, pardon, ce sont des soldats d'un bataillon de la 3e division de grenadiers qui vont tuer 86 hommes dans plusieurs villages dans le département de la Meuse. Alors, un mot sur ce qui peut expliquer la radicalisation de ces violences allemandes dans le cadre de ces opérations. D'abord, l'expérience accumulée en France par les unités chargées de la lutte contre les bandes, là encore c'est l'expression utilisée par les Allemands dans ce cadre-là, dans la lutte contre les maquis, eh bien leur expérience en France a eu un rôle important dans cette accoutumance aux brutalités qui sont de plus en plus importantes. D'autant que la plupart des troupes stationnées en France en 1944, qui sont là depuis plusieurs mois le plus souvent, eh bien, elles ont une même représentation de l'ennemi, c'est-à-dire qu'elles, ces troupes, eh bien, elles assimilent les résistants, les maquisards, des francs-tireurs qui échappent aux lois de la guerre et qui donc n'ont droit à aucun égard. Et évidemment, cette représentation de l'ennemi, elle a conduit, elle a constitué un facteur de brutalisation vis-à-vis des civils, des populations civiles qui étaient soupçonnées de dissimuler ou de protéger de perfides et lâches criminels, c'est-à-dire les résistants. Maintenant, la plupart des massacres les plus importants commis en France au printemps puis à l'été 1944, en particulier après le débarquement, eh bien, n'ont pas été le fait en réalité d'unités engagées en France depuis longtemps. Elles ont, la plupart, été commises, par exemple, ces massacres, la plupart étaient commis par des formations qui possédaient effectivement cette expérience du front de l'Est et de la lutte contre les partisans sur le front de l'Est. Donc, commandants régionaux de la ZIPO-SD qui venaient d'être nommés, renouvelés depuis l'été 1943 en France, mais aussi les bataillons de l'Est ou encore les Waffen-SS. Mais aussi des divisions blindées qui viennent directement du front de l'Est. Des unités également fortement endoctrinées, c'est le cas en particulier de la Waffen-SS. Mais aussi des unités, et là ça vaut notamment pour les unités conventionnelles, des unités qui se considèrent comme des unités d'élite, les unités blindées, les unités de parachutistes, et tout ça pour dire que l'endoctrinement, l'expérience de la guerre anti-partisan à l'Est, la culture de l'élitisme ont incontestablement joué un rôle décisif dans la radicalisation des violences allemandes dans la lutte contre les maquis. À tous ces facteurs de radicalisation qui sont propres finalement aux unités qui sont impliquées dans ces massacres. Il faut ajouter également des consignes de plus en plus brutales venues du haut commandement militaire allemand, l'OBW, l'OKW, relayées par le MBF, le tout depuis février 1944, qui incitent pour la première fois les troupes allemandes en France à s'en prendre éventuellement directement aux populations civiles au titre de mesures d'intimidation et de dissuasion. Au total, sur les quelques 15 000 civils tués dans le cadre de la lutte contre les partisans en France, on estime aujourd'hui qu'environ un tiers n'appartenait pas donc aux forces combattantes de la résistance. Pour finir, très rapidement, un mot sur une autre forme de radicalisation de la répression allemande en France, imputable elle aussi au MBF, certes peu connue, mais néanmoins saisissante, et donc à visage légal, comme je le disais tout à l'heure, donc la terreur judiciaire. Alors, depuis 1943, la très grande majorité des personnes arrêtées et détenues en France par la ZIPO-SD n'est plus jugée par les tribunaux militaires allemands en France du MBF, mais de plus en plus envoyée directement vers les camps de concentration en Allemagne.
Il n'empêche que l'idée qu'on a longtemps eue, suivant laquelle, du coup, eh bien, ces tribunaux allemands n'avaient plus d'activité et n'avaient plus servi à réprimer en particulier la résistance, c'est une idée qui mérite très largement d'être revue, puisque, parallèlement au convoi massif qui commence à partir de France depuis le début de l'année 43, eh bien, une répression judiciaire ciblée de la résistance continue à avoir lieu en France, à vocation dissuasive, et même, je dirais, elle continue à structurer le dispositif répressif allemand. Et du coup, eh bien, ces violences judiciaires vont accompagner la radicalisation de la terreur allemande, dont je viens de parler, jusqu'au lendemain du débarquement en Normandie. Alors très vite, au cours des premiers mois de l'année 44, cette répression judiciaire, donc pratiquée par les tribunaux du MBF, elle va même franchir un nouveau palier, un nouveau seuil de violence. Et ce seuil de violence, le débarquement de Normandie va ne faire que le confirmer, en rendant en plus les jugements de plus en plus expéditifs et l'exécution surtout des jugements de plus en plus expéditifs. Alors, cette activité en réalité des tribunaux allemands, début 1944, elle n'a jamais été aussi forte. D'accord ? Elle n'est pas moins forte qu'auparavant, elle n'a jamais été aussi forte. Au cours des 4 premiers mois de l'année 1944, les tribunaux du MBF prononcent environ 600 peines capitales pour faits de résistance. La plupart d'entre elles, 95%, vont être exécutées. Et en un mois et demi, de juin jusqu'à mi-juillet 1944, ces tribunaux prononcent encore 297 peines de mort, donc 290 vont être exécutées, alors que la plupart des personnes arrêtées, encore une fois, eh bien, sont directement déportées. Il n'empêche que cette répression continue. Et alors, suivant une tendance qu'on constate en fait depuis mi-42, voire début 43, les FTP, les francs tireurs et partisans, qui sont jugés doublement coupables, à la fois par leurs actes, la lutte armée, mais aussi par leur engagement idéologique, eh bien, ils demeurent les victimes principales de ces sentences capitales, même si on compte de plus en plus de maquisards, à partir du printemps 44. En revanche, les membres des mouvements et des réseaux non communistes, eux, sont majoritairement déportés vers l'Allemagne par la ZIPO-SD. Au total, c'est bien durant la dernière année d'occupation, donc entre août 43 et août 44, qu'on compte 60% des personnes fusillées en France à la suite d'une condamnation devant un tribunal militaire allemand. Donc, encore une fois, l'idée suivant laquelle, eh bien, après juin 1942, il n'y a plus de justice militaire allemande à l'encontre de la résistance, c'est une idée sur laquelle il faut évidemment revenir. Pour conclure, 2 mots. D'abord, j'espère l'avoir suffisamment exposé, même si un rythme, je crois, de plus en plus rapide. En 1944, les pratiques répressives des autorités occupantes en France se radicalisent, s'inspirent progressivement de méthodes empruntées au front de l'Est, sans pour autant renoncer, donc, je le disais tout à l'heure, à une répression à visage légal. Et donc, cette terreur, elle touche des fractions de plus en plus larges de la population. Il n'empêche, on ne doit pas pour autant confondre la perméabilité des pratiques répressives entre le front de l'Est et le front de l'Ouest. Et, je ne sais plus comment j'ai commencé ma phrase, mais perméabilité ne signifie pas que les deux formes d'oppression soient identiques. Il y a une différence de degré. Des Oradour-sur-Glane, il y en avait tous les jours ou presque à l'Est. Et derrière cette différence de degré, il y a bien une différence de nature entre la répression conduite en France et la répression conduite en Allemagne. En France, ça reste une politique, on va dire, de pacification et non pas une politique d'anéantissement qui est conduite en France par, en particulier, les militaires allemands. Deuxième remarque, et ce sera la dernière, au regard de tout ce que j'ai pu vous raconter, eh bien, il me semble que les responsabilités de l'administration militaire allemande en France dans la radicalisation de ces violences en 1944 méritent d'être très largement reconsidérées. Voilà, je vous remercie. Merci de ce très joli tour de force. J'ai vraiment honte qu'on vous oblige à faire si court, mais bon, en même temps, il faut qu'on garde un peu de temps pour parler. Mais merci, parce que ça, je crois que ça trace très bien le cadre. Virginie. Merci. Ça marche. Alors, pour répondre à la représentation, à la référence de Laurent Douzou, à la représentation tenace d'une répression qui serait tenue sans foi ni loi en France, en tout cas en 1943 et surtout en 1944, je vais essayer de dresser un tableau qui va
permettre de remettre un petit peu en question cette représentation et voir un peu, en insistant plutôt sur un certain nombre d'éléments du cadre juridique, à quoi pouvait ressembler cette répression et par quel principe elle était conduite par les autorités françaises en France, puisqu'on n'est effectivement pas dans le même état d'esprit que les Allemands, en tout cas sur le territoire français, en 1943-1944. Donc au préalable, un petit rappel indispensable pour comprendre la radicalisation répressive en 1943-1944 et surtout le paradoxe qu'elle revêt et qui peut paraître inconcevable vu d'ici, c'est que cette radicalisation n'a pour une large part pas contredit les principes de la légalité. Une légalité, c'est une légalité d'exception, certes, mais une légalité quand même. Donc je vais essayer d'expliquer un peu tout ça, notamment par un petit rappel des bases juridiques qui vont permettre à leur corps défendant pour partie la mise en œuvre d'une violence politique institutionnalisée, des bases juridiques qui sont posées dès le déclenchement de la guerre en 1939, puis réaffirmées en 1940-1941. Donc 3 petits points très rapidement. Le premier, c'est l'état de siège qui est proclamé le 3 septembre 1939, à la suite du début de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, il va permettre la mise en place d'un régime d'ordre d'exception. Et donc, il y a un état d'exception que l'armistice, qui ne s'accompagne pas d'un traité de paix entre l'Allemagne et la France, ne suspendra pas. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la loi du 16 juin 1940, qui vient modifier la loi sur l'état de siège de 1849, une loi sur l'état de siège qui attribuait tous les pouvoirs de police et de maintien de l'ordre à l'autorité militaire dans le cadre de cet état de siège. Et en juin 1940, afin de prévenir un éventuel coup d'état militaire, et également dans le cadre d'un conflit et d'une rivalité entre Weygand et Reynaud et Mandel à cette époque, qui est ministre de l'Intérieur, cette loi va être modifiée et ces pouvoirs de police, dans le cadre de l'état de siège, sont transférés au service de l'Intérieur. Donc ça va être un élément aussi important pour la suite, qui va avoir un enjeu assez fort par la suite, notamment 1943-1944. Dernier point, la loi du 14 septembre 1941 sur l'état de siège également. Donc souvent, l'été 41, on a en tête évidemment le discours du vent mauvais, le fameux discours du vent mauvais de Pétain. Et souvent, le relais légal de ce discours du vent mauvais, il est identifié par les lois qui vont créer des juridictions d'exception, en l'espèce plus particulièrement les sections spéciales en août 1941 et le tribunal d'État en quelques jours, enfin 2 semaines après, en septembre 1941. Donc cette loi du 14 septembre 1941 vient réaffirmer à nouveau cette prééminence des services de l'intérieur dans le cadre de la répression et du maintien de l'ordre en cas d'état de siège. Et cet état de siège qui ne va jamais être levé pendant toute la durée de la guerre. Donc ça, ce sont 3 points très importants pour la suite. Puisqu'on a là, en fait, tous les ingrédients d'une violence politique et même, et je vais préciser les raisons pour lesquelles j'emploie ces mots, et même tous les ingrédients d'une guerre civile institutionnalisée pour ces années-là. Si l'expression guerre civile fait évidemment débat et pose question à juste raison pour le cas de la France en 1943-1944, notamment du fait des enjeux mémoriels dont elle est porteuse, son usage est assez incontestable si l'on s'en tient au plan strictement juridique. Et là, je renvoie largement aux travaux d'Anne Simonin, qui a, dans le cadre de son étude sur l'indignité nationale, réfléchi à l'ensemble de ces questions, notamment avec un regard juridique très intéressant. Puisque là, on est du coup, grâce à ces lois-là, dans un état d'exception qui prévoit de fait la suspension des libertés individuelles laissées aux seules mains des services de l'intérieur et l'attribution d'un pouvoir de maintien de l'ordre illimité à ces mêmes services à des fins de répression politique contre des ennemis intérieurs. Donc du coup, de fait, on est dans un État qui se proclame de fait en guerre civile, puisque le pouvoir, il n'est pas militaire mais civil. Ces pouvoirs de répression ne sont pas militaires mais civils, avec l'idée qu'un maintien de l'ordre est suffisamment mis en péril pour justifier la fin des libertés individuelles et un état d'exception, et avec l'idée aussi sous-entendue l'éventualité d'un coup d'État de l'intérieur.
Donc on est vraiment dans une logique, et d'ailleurs la loi du 14 septembre 1941 était avait clairement pour but de permettre la répression des communistes en cas d'élévation du niveau d'action de ces résistants. Donc voilà, comprendre ce cadre général juridique est crucial pour comprendre 43-44 parce que ça va permettre un certain nombre de choses qui n'auraient pas été possibles dans un autre cas. Et si jusqu'en 43, ce cadre, il est entre les mains de collaborateurs plutôt attentistes, donc qui ne vont pas en faire un usage particulièrement radical, donc avec la logique de gens qui sont ralliés à l'idéologie de Pétain, la donne va changer en 43. Donc le basculement, je ne vais pas revenir, je ne vais pas en faire des tonnes là-dessus, mais on sait tous qu'il est à la fois intérieur et international. Le virage de 42-43, il est évident au plan international, puisque la guerre mondiale connaît un tournant avec les premiers gros revers pour l'Allemagne, donc évidemment Stalingrad sur le front de l'Est, et le front occidental avec l'opération Torch qui voit l'arrivée des Alliés en Afrique du Nord. Donc une conséquence directe, ça va être l'occupation allemande aux zones sud, jusqu'alors dites zones libres. Et au plan intérieur, la radicalisation du régime va dès lors se faire par touches successives. Donc il faut évidemment rappeler qu'il y a eu le retour de Laval comme chef du gouvernement sous pression allemande en avril 1942, qui avait déjà posé quelques bases, puisque je rappelle sa formule de juin 1942, où il expliquait « J'ai la volonté de rétablir avec l'Allemagne et l'Italie des relations normales et confiantes. De cette guerre surgira inévitablement une nouvelle Europe. Pour construire cette Europe, l'Allemagne est en train de livrer des combats gigantesques. » Et la fameuse phrase « Je souhaite la victoire allemande parce que sans elle, le bolchevisme demain s'installera partout. » Donc c'est une phrase importante pour comprendre un peu ce qui se passe après. Donc après, je fais un saut de puce, enfin de kangourou, puisqu'on arrive début 1943 avec la création, sur la base des effectifs du service d'ordre légionnaire, de la milice française. Donc je vous rappelle que le titre officiel, c'est que c'est une association d'utilité publique. Donc qui regroupe des Français résolus à prendre une part active au redressement politique, social, économique, intellectuel et moral de la France. Donc c'est une organisation dont les pouvoirs, mal définis à l'origine, vont se faire de plus importants au cours de cette année 43, puisque l'utilité publique, elle peut être on peut y mettre un peu ce qu'on veut, donc eux, ils y mettront effectivement ce qu'ils souhaiteront. Dans la même période, il y a un changement de tête au ministère de la Justice, ce qui va être aussi un élément important. Donc Joseph Barthélemy, qui avait le ministère de la Justice à ce moment-là, qui est un grand juriste issu de la Troisième République et opposition, on va dire, pétainiste classique, pour faire simple, laisse place à Maurice Gabold en mars 1943. Donc celui-ci, c'est un tout autre profil, puisque c'est un collaborateur convaincu, qui travaille alors depuis 2 ans à la répression politique, en tant que procureur de la République de la Seine, tout simplement, où il y avait une très forte activité répressive envers notamment les communistes. Et Gabold a vraiment été largement éprouvé par ce qui s'est passé dans la Seine pendant de 1941 à 1943, et notamment sur la collaboration parfois étroite avec les autorités allemandes. Donc lui, il va s'évertuer à radicaliser le système de répression judiciaire, tout en contribuant, et ça peut paraître paradoxal, mais c'est quand même la réalité de son action, tout en contribuant à la diminution du pouvoir judiciaire et du pouvoir des magistrats au profit des services de l'intérieur et de police plus généralement. Autre point important, et un des premiers actes vraiment très importants de Gabold, c'est un acte d'ordre sémantique. C'est-à-dire que Gabold va faire entrer dans la loi française la notion de terrorisme, ce qui est quelque chose de nouveau, qui n'avait pas existé en France avant-guerre, et qui pour la première fois entre dans la loi française, en l'espèce celle du 5 juin 1943, qui élargissait les prérogatives des sections spéciales, qui existaient depuis l'été 1941, mais qui les élargissait à toutes les activités communistes, anarchistes, terroristes ou subversives. Donc, grosso modo, les sections spéciales, à ce moment-là, ont à peu près toutes les compétences en matière de répression politique. Donc, avant juin 1943, la notion de terrorisme, c'est une notion de propagande, une notion politique, évidemment énormément remplie des représentations allemandes qui lui sont afférentes. Mais en juin 1943, on monte dans une autre logique, puisque cette notion de terrorisme, qui n'est absolument pas définie par ailleurs au plan juridique en France, entre dans la loi française. Quelques semaines plus tard, il autorise par décret
à ce que les sections spéciales et le tribunal d'État puissent être de composition mixte, c'est-à-dire composés de magistrats, de magistrats professionnels, mais aussi de juges non professionnels, qui peuvent être des commissaires, des membres de la garde, etc. Donc là, c'est déjà un premier pas vers une justice, on va dire, non judiciaire. Il pousse la logique encore plus loin le 15 septembre 1943, donc en collaboration avec René Bousquet, en ordonnant le transfert de l'administration pénitentiaire au service de l'Intérieur, ce qui créera les conditions quelques mois plus tard, lorsque Darnan prendra les rênes de ces services, d'une administration pénitentiaire aux mains de nombreux militants de fait. Donc là, vous voyez bien que nous ne sommes pas encore fin 1943 et que les bases de la radicalisation sont déjà posées. C'est-à-dire que la répression déjà s'accélère. Au plan purement judiciaire, les sections spéciales sont en première ligne. Alors que les tribunaux correctionnels avaient largement la main jusqu'en 1942, ont largement pris leur part dans le cadre de la répression politique, les sections spéciales récupèrent à peu près tous les dossiers à compter de juin 1943, ce fameux élargissement sémantique sur les prérogatives des sections spéciales. Donc les résistants défilent devant ces juridictions, condamnés à de lourdes peines. La plupart des peines de mort sont d'ailleurs prononcées par ces tribunaux, les sections spéciales, en 1943. En tout cas, la plupart des peines de mort exécutées. Deuxième temps, donc on arrive fin 1943. Donc on voit bien que se confirme la prééminence des services de l'intérieur dans le cadre de la répression politique, en association avec la justice, comme prévu dans le cadre de la législation de l'état de siège. Les attentats qui se multiplient contre les magistrats à cette époque, donc notamment à Lyon, l'assassinat du juge Faure Pinguelli en décembre 1943 par les FTP-MOI, ne font qu'accélérer un processus déjà lancé. Pour Vichy, la France entre dans un combat déjà d'une autre dimension que la justice, quand bien même d'exception, ne peut plus maîtriser. Donc Gabold et le secrétaire général pour la police René Bousquet réfléchissent dès ce mois de décembre à la mise en place de juridictions d'exception qui seraient non plus aux mains de la justice, mais sous l'autorité des services de l'intérieur. Un projet est d'ores et déjà esquissé lorsque Darnan, qui est donc chef de la milice, lieutenant Waffen-SS accessoirement, donc en concurrence avec Bousquet sur le terrain du maintien de l'ordre, contribue à son éviction et est nommé le 31 décembre 1943 secrétaire général au maintien de l'ordre. Donc là encore, la question sémantique est cruciale, puisque Bousquet était secrétaire général pour la police, signe d'un état de siège, on va dire, maîtrisable et considéré comme maîtrisé, on va dire, pour résumer. Darnan devient, lui, secrétaire général au maintien de l'ordre, signe d'un état qui se considère déjà dans une guerre, qui est une guerre intérieure, une guerre civile. D'ailleurs, il s'appuie bientôt sur les intendants régionaux au maintien de l'ordre pour l'organisation locale de cette répression. Donc rapidement est bouclé le projet de loi permettant la mise en place de ces nouvelles juridictions que Gabold et Darnan décident d'appeler cour martiale. Le cadre juridique est clairement établi par 3 lois successives qui sont complétées par une série d'au moins 3 ou 4 circulaires instructions à l'intention des préfets régionaux. Donc des circulaires signées par Darnan, mais aussi par son directeur de cabinet Lucien Raymond Clémos. Donc, bien que mises en place dans l'urgence par l'équipe de Darnan, ces juridictions aux procédures ultra-expéditives n'ont pas pour autant fait l'objet d'un travail bâclé, mais elles ont été mises en place avec application et selon une logique administrative très claire, de manière à régler chaque détail d'organisation et à parer à tout éventuel dysfonctionnement. Donc, en gros, cette loi, donc, qui est celle du 20 janvier 1944, indique que tout individu arrêté en flagrant délit d'assassinat ou de meurtre, de tentative d'assassinat ou de meurtre commis au moyen d'armes ou d'explosifs pour favoriser une activité terroriste est présenté sans délai à l'intendant de police de la préfecture régionale du lieu de l'arrestation, qu'il place sous mandat de dépôt et prend toute disposition utile pour le traduire sur le champ devant la cour martiale. Donc on est vraiment dans une logique extrêmement expéditive. Le secrétaire général au maintien de l'ordre est immédiatement informé et désigne par arrêté les membres de la cour martiale. Aucune information n'est ouverte, il n'y a pas d'instruction. L'application des lois sur l'instruction criminelle est suspendue à l'égard de ces individus. Les accusés ne disposent évidemment pas d'avocat de leur arrestation à l'audience. Et si les conditions prévues par la présente loi sont remplies et que la culpabilité est nettement établie, c'est les termes qui sont indiqués dans la loi, donc c'est pareil, c'est nettement établi, ça peut permettre un certain nombre d'interprétations. Le condamné est immédiatement passé par les armes, sans recours possible, évidemment, ni appel, ni pourvoi en cassation, et ni évidemment grâce.
Donc il n'y a pas d'acquittement possible et pas plus de peine intermédiaire. C'est soit la culpabilité est considérée comme établie, et dans ce cas la seule peine c'est la peine de mort, soit elle n'est pas nettement établie, pour reprendre les termes, et le prévenu est renvoyé devant le procureur de la République, qui en général redirige le dossier vers les sections spéciales de la Cour d'appel. Donc cette marge de manœuvre a régulièrement été utilisée, paradoxalement, par les membres des cours martiales qui, de cette manière, feignaient de jouer le jeu de l'équité, on va dire, et afin de crédibiliser leurs tribunaux, parce que tout le monde condamné à mort, ça fait un peu pas sérieux comme jeu. Donc ils jouaient un peu sur cette marge de manœuvre-là pour crédibiliser un peu leur juridiction. Donc ça va donner lieu à 200 condamnations à mort exécutées en l'espace d'à peine 6 mois, ce qui est beaucoup pour les services français. Parallèlement, les condamnations diminuent en section spéciale en termes de niveau, mais le nombre de prévenus déférés devant ces juridictions judiciaires augmente sans discontinuer. Les juges continuent seulement à prononcer des condamnations à mort par contumace, sachant que celles-ci, de toute façon, ne seront pas exécutées, et histoire de garder une illusion de répression implacable. C'est-à-dire que c'est pratique pour les magistrats de condamner à mort, sachant qu'il n'y aura pas de suite. Eux, vis-à-vis de Vichy, ils montrent qu'ils exercent une répression efficace, et en même temps, il y a moins de risques de se faire assassiner en sortant de la maison par les résistants. Donc voilà, c'est une espèce d'entre-deux comme ça, assez habile stratégiquement. Donc dans le même temps, le rôle de la milice s'élargit, empiétant de manière cette fois plus ou moins légale sur les prérogatives policières. Il n'est pas rare que des miliciens procèdent à des arrestations, des interrogatoires, comme ils disent, donc, qui se déroulent en général avec... c'est le synonyme de torture dans le jargon milicien. Puis remettre les individus interpellés aux autorités compétentes pour que des suites judiciaires soient données aux affaires. Si celle-ci entre dans le cadre du flagrant délit d'assassinat ou de tentative, le renvoi vers les cours martiales est rapide. Il est d'ailleurs possible que ceux qui ont procédé à l'arrestation de ces individus soient aussi les juges qui vont les condamner. Donc comme ça, c'est assez rapide et pratique. Donc dernier point, le dernier basculement après le débarquement. Donc c'est l'ultime virage, on le sait. La guerre, la vraie, revient sur le territoire français. Mais pour Vichy, étonnamment, cette guerre continue à se jouer principalement sur le front intérieur, contre des ennemis intérieurs. Le 14 juin 1944, quelques jours après le débarquement allié, le titre ministériel de Darnan est changé en secrétaire d'État à l'intérieur. Le chef de la milice prend définitivement la place au gouvernement avec un statut encore plus élevé. Et il va placer des miliciens à tous les niveaux administratifs, notamment à la tête des prisons, qui sont à ce moment-là régulièrement vidées par les autorités allemandes qui viennent aux portes des prisons, qui réclament les registres d'écrou et qui font un tri assez rapide à partir des motifs de condamnation des inculpés, où ils prennent également souvent les juifs. Et ils font d'une pierre deux coups et ils éliminent tout le monde des prisons, donc ce qui fait de la place dans les prisons, mais qui pose... Qui montre aussi l'accélération de cette répression. Donc là, l'activité des cours martiales qui officiellement était conjoncturelle et devait se poursuivre uniquement jusqu'au 30 juin 1944, elle est prolongée en juin 1944 jusqu'à la fin de l'année 1944, signe que pour Vichy, la guerre se poursuit. Vichy prend acte de la poursuite et de l'accélération de cette guerre, prend acte de l'ampleur de la résistance mise en œuvre sur le territoire national. Et la répression se poursuit jusqu'au dernier jour. À Lyon, il y a un jeune résistant de 18 ans qui est exécuté à quelques jours de la libération de Lyon, alors que tout le monde sait que la partie est jouée, mais on continue jusqu'à la dernière minute à jouer le jeu de la répression, qui devient là aussi, au-delà de mesures de maintien de l'ordre, qui devient aussi idéologique depuis que Darnan est au pouvoir. Donc voilà, sur le cadre global, je vais dire juste 2 mots pour faire un tableau précis sur les ultras de la collaboration, puisque là, on est un peu à cheval entre la logique allemande et la logique française, puisqu'officiellement, ce n'est pas les services français. Même ces groupes, ces ultras de la collaboration, et notamment les membres du Parti populaire français, étaient même réprimés par Vichy en 1940-1941. Donc il y avait 2 logiques différentes. Vichy voulait une répression propre, surtout à ce moment-là, alors que les membres du PPF commençaient déjà
à jouer à un jeu qui n'était pas celui de Vichy à ce moment-là. Jouer des mini nuits de cristal en allant détruire les boutiques juives, comme il disait. Ça se passe dès l'été 40, donc ces membres du PPF-là agissent ainsi dès l'été 40, et certains sont, de manière pas avec une ampleur immense, mais en tout cas ils sont sanctionnés parfois par la justice de Vichy. Donc pour finir, évidemment, on sait qu'eux ont pris amplement part à cette radicalisation, par la guerre menée contre les résistants 43-44, mais aussi contre les Juifs, abattus ou arrêtés dans le cadre d'expéditions de grande violence. Donc on a évidemment en tête l'assassinat de Victor Bache et de son épouse. Voilà, on a parfois certains de ces militants, comme Gaël parlait de la brutalisation et notamment de l'expérience du Front de l'Est, on a certains de ces militants qui ont fait un saut aussi là-bas et qui reviennent avec ces méthodes-là. Donc même si ces activistes sont quand même une minorité, ils sont quand même suffisants, notamment dans la région lyonnaise, à participer à cette radicalisation très forte de la répression contre les résistants et contre les Juifs. Donc voilà, ça juste pour terminer et faire un tableau général, même s'il aurait fallu mettre beaucoup plus de choses sur ces ultras-là. Je vous remercie. Merci beaucoup. Vous avez déjà mis pas mal de choses. Je cède tout de suite la parole à Nelcia Delanoë. Merci, bonsoir. Je suis un peu impressionnée de parler après la construction de la maison sur 2 grands piliers. Je vais juste ouvrir une petite fenêtre, mais je vais commencer par vous remercier de votre présence, remercier Laurent Douzou, remercier le Centre d'histoire de la résistance et de la déportation d'avoir organisé cette table ronde, un peu longue, avec ces 2 collègues qui ont posé vraiment les prémices de base. Moi, ce que j'ai à vous raconter, c'est une petite histoire, d'où le titre de mon livre, qui est d'une petite rafle provençale. J'ai mis des points de suspension, vous comprendrez pourquoi dans une minute. Ce texte est parti d'un poème d'Aragon, qui s'appelle Le médecin de Villeneuve, et qui décrit une rafle à Villeneuve-les-Avignon, où il venait passer un certain nombre de moments, voire de mois, en compagnie de son ami Pierre Segers et des tas d'autres poètes et artistes qui étaient là, en zone donc non occupée, ou nono, comme on aimait à dire aussi, et lancé par exemple, l'aventure des poètes casqués, et de résistance d'intellectuels qui étaient affiliés ou proches du Parti communiste ou pas. Donc ce poème, Le médecin de Villeneuve, est précédé d'une longue préface qui s'appelle De la vérité historique en poésie, où Aragon donc souligne que ce n'est pas parce que sa poésie, qui est loin maintenant du surréalisme et de sa période troublante, renoue avec le classicisme, avec le lyrisme et avec presque le patriotisme, ce n'est pas pour autant que ce n'est pas historiquement fondé, ce qu'il écrit, et c'est même une déclaration de militantisme de poète. Et donc il parle d'une rafle qui a eu lieu à Villeneuve, je cite, le 31 août 1942, et ça s'appelle Le médecin de Villeneuve. Je ne vais pas vous le lire parce qu'il fait 15 strophes, donc c'est un peu long, mais juste pour vous donner une idée, ça s'appelle donc Le médecin de Villeneuve, et ça commence par « Dans ce pays de fenêtres étranges, il fait trop nuit pour qu'un sanglot dérange les jardins clos qui sont des cœurs murés. Il règne ici la paix cardinalice, on est à Villeneuve-les-Avignon, qui frappe à la porte au noir du silence. Il met en scène quelqu'un qui vient demander de l'aide. Docteur, docteur, ouvrez votre maison. Dieu ne reçoit plus au pied des autels ce que l'homme met en péril mortel. Il décrit celles qui se suicident parce qu'elles pensent qu'on va venir l'arrêter. D'autres sont partis courir la campagne. Ouvrez la porte et me sauvez la vie. Cette complainte, et c'est le dernier, ça je vais vous le lire en entier, non, 2 vers. Cette complainte, une autre recommence, d'une autre peste et d'une peine immense.
avant-dernière strophe. C'était hier le temps des pastoureaux, le temps qui passe embellit le bourreau, la pierre fend à force de bourrasque, à chaque siècle il suffit sa tarasque. C'était hier le temps des pastoureaux. Donc c'était une croisade de 1340 menée dans le Languedoc contre les riches et contre les juifs. Donc Aragon, très habilement, pour contourner la censure, nous parle du temps des pastoureaux. La censure à l'époque était faite de gens très cultivés qui ont tout de suite vu de quoi il s'agissait, et donc on censurait ce poème. Pour diverses raisons, dont une qui tient au fait que j'habite une partie du temps à Villeneuve-les-Avignon, ce poème ayant été tondu sur un vieux bout de papier, sans référence, sans rien, j'ai essayé de élucider de quoi parlait ce poème. Donc ça m'a pris un certain temps, contrairement à ce que j'espérais. Il y a bien eu une rafle à Villeneuve-les-Avignon, le 26 août 42 et pas le 31 août. J'ai essayé de comprendre pourquoi il s'est trompé de date. Et cette rafle, elle était dans tout le sud de la France, bien sûr. 26 août 42. Donc pour la documenter, il a fallu, croyais-je, m'en tenir au village de Villeneuve-les-Avignon, qui maintenant fait 10 000 habitants, interroger et avoir des entretiens avec les anciens, les aînés, les descendants, quelques témoins. Rien. N'étaient des très très bons renseignements et compléments d'informations sur Villeneuve pendant la guerre. On est de l'autre côté du Vaucluse, on est de l'autre côté d'Avignon, on est dans le Gard. Je vais y revenir dans une minute. Donc, après les sources orales intéressantes, mais qui ne me donnaient pas les informations que je cherchais, j'ai continué, parce que moi, Aragon ayant été quand même aussi un très grand menteur, et c'est pour ça aussi que c'était un grand poète, je voulais la liste. Sinon, je ne pouvais pas. Donc j'ai cherché la liste dans les archives du Gard, puisque Villeneuve est dans le Gard, dans les archives du Vaucluse, dans les archives des Bouches-du-Rhône, rien à faire. Elle est signalée, mais elle n'apparaît plus, malgré la cote, malgré tout. Donc me restaient les archives de la gendarmerie et de la police à Vincennes, et c'est là que j'ai trouvé la liste. Donc la rafle a bien eu lieu. 10 personnes dont j'ai ensuite établi les parcours dans la mesure du possible, et de ce qui fait que du coup je suis tombée sur une autre rafle qui elle n'est pas documentée, qui a eu lieu un an plus tard, le 17 juillet 1943, et ce que vous venez d'entendre vous aidera à mieux comprendre mon propos. Elle n'est pas le fait, comme la première, de l'État français, comme on disait, de Vichy, de la gendarmerie française. Elle est le fait de ce qu'on peut appeler le vichyso-gangstérisme, à base de voyous, de truands, de milices, d'Allemands, de Français, qui racketaient les Juifs et qui ensuite les arrêtaient, et ensuite pillaient leurs maisons, et ensuite touchaient une prime. Je vais y revenir. Et je vais d'abord vous donner quelques informations sur le Gard à cette époque-là. C'est un département, comme on le sait en général, à la fois rural et industriel, peu peuplé, assez tourmenté dans son relief, riche et pauvre, rouge et protestant et insurrectionnel de tradition. Après l'armistice, la population de Nîmes est passée en quelques jours de 90 000 à 200 000 habitants. Donc vous imaginez la difficulté de faire face à un tel afflux d'étrangers. J'ai relevé dans le Gard, sur le fichier des Juifs, donc il y avait plus que ça, 47 nationalités différentes, dont un Cubain par exemple, des Syriens, des Tunisiens, bon, beaucoup de gens d'Europe de l'Est. Et puis beaucoup d'Espagnols. Suite à l'armistice, les Gardois sont à la fois soulagés et inquiets. Soulagés d'être en zone libre et inquiets parce qu'ils ne savent pas comment ça va se passer, du tout. Quel avenir et que faire avec tous ces réfugiés ? En raison de sa formation politique rouge et spirituelle, c'est-à-dire largement protestante, la population a tendance à se méfier du nouveau régime. Et juste à l'avance, on peut se parler du rôle du pasteur qui était à Nîmes, le pasteur Beugner. Il y a un télégramme qui lui est adressé là-haut d'ailleurs, qui était très important.